Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bienvenue à Enquête. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'horreur de la pédophilie par des congrégations religieuses. Un recours collectif vient d'être autorisé contre les clercs de Saint-Viateur. Les victimes seraient des élèves sourds. Certains de ces enfants, parmi les plus vulnérables, auraient été réduits à l'esclavage sexuel. Ce que vous entendrez dans ce reportage est très dur. Nous tenons à vous en aviser. Enquête sur des événements extrêmement graves qui auraient été commis pendant des années à l'École des sourds de Montréal. Je m'appelle Yves. Je suis sourd-muet. Je viens d'Abitibi. Il n'y a pas d'école pour moi ici. À l'âge de 8 ans, je dois partir pour Montréal. Ma famille est pauvre. Mon père doit vendre une de nos 12 vaches pour payer mes vêtements et le trajet d'autobus. Je suis content. Je vais apprendre la langue des signes. Me voici arrivé à l'Institut des sourds de Montréal. Je ne reverrai pas ma famille pendant des mois. Je passe ma première nuit au dortoir, épuisé par le trajet. Au matin, mon voisin me fait signe. « Lève-toi, lève-toi !» Fatigué, je me rendors. Un frère arrive, il me frappe violemment avec un bâton. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai encore aucune idée de ce qui m'attend. L'histoire d'Yves Jacques est celle de bien d'autres qui se racontent aujourd'hui pour la première fois. À mon arrivée à l'école, c'est en 68, j'avais 8 ans. Je savais que j'allais à ce moment-là rentrer dans ma vraie famille, ma famille sociale. Que j'allais dormir avec d'autres sourds, d'autres enfants sourds, qu'on allait partager le même environnement, qu'on allait socialiser. J'en étais content, parce que je pouvais communiquer en langue des signes. J'étais content d'aller à l'Institut des sourds de Montréal. J'étais jamais allé à l'école. C'est la première fois que je mettais le pied dans une école pour apprendre des choses, des sports, des jeux, faire de la peinture,
Donc, différentes choses qu'on nous montrait. Avec l'aide d'interprètes, ces hommes, sourds et muets, dénoncent. Ils auraient été battus et violés systématiquement par des religieux, dans la seule école qu'ils pouvaient fréquenter. Une histoire d'horreur qui se serait déroulée dans le Québec moderne des années 60. En 1921, les Clercs de Saint-Viateur ouvrent la première grande école pour sourds à Montréal. Des générations d'enfants arrivent comme pensionnaires de toutes les régions du Québec. Cette congrégation est dans l'enseignement depuis longtemps auprès d'enfants entendants. Les Clercs de Saint-Viateur ont entre autres fondé le Collège Bourget à Rigaud et le Séminaire de Joliette. Mais ils se sont donnés comme mission d'apprendre aux sourds à communiquer. Ils marquent l'histoire de l'éducation en créant l'Institut des sourds de Montréal. Comme on le voit dans une vidéo amateur, les élèves de l'Institut ressemblent à tous les enfants de cet âge. Mais derrière ces jeux se cache une grande blessure. On se couchait à 7 heures. Les lumières se fermaient. Un des frères, avec une lampe de poche, circulait et arrive devant moi, me demande de le suivre, me prend par la main. Moi, le petit bonhomme que j'étais à 8 ans, je le suis. On arrive dans sa chambre, il ferme la porte. Donc lui retire ses pantalons et commence à m'embrasser un peu partout sur le corps. Il me montrait clairement son pénis, je l'avais devant moi, devant mon visage. Je voulais pas regarder et il me touchait avec son gland sur la joue. Pendant ce temps-là, il se masturbait, il me demandait de prendre son pénis dans ma main et il s'est mis à éjaculer sur mon ventre. J'ai eu une nausée indescriptible. Et le prêtre a dit « Chut, si t'en parles, tu vas être puni. » Et je suis retourné dans le dortoir me coucher. J'ai pleuré. Je voulais ma mère. Je souhaitais tellement revoir ma mère à ce moment-là. Ce n'est que récemment que Denis Chalifou a raconté à son frère Marcel comment il serait devenu, selon ses propres termes, un esclave sexuel. Il aurait été agressé sexuellement par plusieurs frères pendant des années. Il y avait des petits lits à l'époque avec des têtes de lit en métal avec des barreaux. Okay? Lui, il dit qu'il se tenait après les barreaux, hein, puis le frère tirait après les jambes pour qu'ils s'en viennent, pour qu'ils viennent avec lui. Et d'autres se cachaient en dessous des lits. À ce moment-là, on demeurait loin de Montréal, au coin de Drummondville. Et quand il repartait, c'est toujours la crise, il voulait jamais repartir, mais moi, en tout cas, on pensait tous parce qu'il s'ennuyait, c'est normal qu'il voulait pas s'en aller. Roch Savoie avait l'air d'un petit gars costaud dans son chandail de capitaine de l'équipe de hockey. Il se souvient de son passage à l'Institut à la fin des années 50. Nous lui présentons des photos d'anciens professeurs, parmi lesquels il reconnaît ses agresseurs. Oui, la berge. C'était votre professeur? Oui, il était vraiment cruel. Dans la salle de classe, c'était toujours l'après-midi. À 4 heures, on fermait les rideaux de la classe. Puis là, moi, je restais pour les leçons. C'est arrivé aussi qu'il a pris ma main puis qu'il m'a forcé à le masturber. Je voulais pas. Donc, de force, il a mis son pénis dans ma bouche puis il m'a forcé à lui faire une fellation. Puis il a éjaculé dans ma bouche. Et moi, j'ai eu un haut le cœur, donc j'ai vomi, j'ai craché par terre. Suite à ça, il m'a forcé à ramasser le vomi. Gilles Reed dirige le Centre des sourds de Montréal, voué à la défense des droits des sourds. Depuis quelques années, il reçoit les confidences d'anciens élèves de l'Institut. Lui-même n'a pas été abusé sexuellement, mais en tant qu'ancien élève, il témoigne du climat de violence. Parfois, même dans les escaliers, ils me poussaient dans les escaliers, on déboulait les escaliers. Là. Et encore, là, on déboulait les escaliers, puis on était blessés, puis par la suite, encore, ils nous frappaient en bas des escaliers. Là. Ça, je l'ai vu. Là. Je l'ai vu, c'était violent, c'était sans cœur. On dirait qu'il était agressif, on dirait que ça leur faisait du bien là, de nous frapper, là, comme s'ils montraient que c'était eux qui avaient le pouvoir. Là. Le père Antime Paiement, surnommé le père Bonbon, aurait échangé des sucreries contre des faveurs sexuelles. Là, il m'assoyait sur
sur ses genoux, sur sa cuisse. Il me tenait. Il me donnait le bonbon, il me tenait en m'appuyant sur le dos. Maintenant, enlève tes vêtements. Puis je disais, ça recommence. Je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Que ça fonctionnait quoi? Que quand on était au pensionnat, chez les frères, que tous les soirs, il fallait avoir un contact sexuel avec eux. Le matin, au réveil, j'étais épuisé. On se rendait en classe. Moi, je dormais sur mon bureau. Roch Savoie n'oubliera jamais le premier abus. Le frère Hervé Neveu l'aurait violé pour le punir d'avoir discuté avec un ami. Le frère qui, une fois, m'a amené dans sa chambre comme punition, puis a ouvert son pantalon. Puis, il a pris ma main pour que je le masturbe. Là, moi, je voulais pas, donc là, il m'a pris par les cheveux. Il m'a fait mettre à genoux. Roch Savoie aurait été violé plusieurs fois, au point d'en avoir l'anus déchiré. Il y a vraiment clairement tous des symptômes d'abus sexuels là, et que les gens ignorent et que les gens veulent vraiment tenir en catimini, en cachette, mais c'est très grave parce que juste, il avait 4 ans et demi, il allait bien, il allait à la toilette, il se retenait. Et comment ça se fait que maintenant, il y a 9 ans, il porte des couches, il fait la coprésie, il a même eu des maladies vénériennes, l'herpès et tout ça, même des maladies à des endroits, des bleus sur les anus, qu'on a Stéphane Clavette en passant qui dit que c'est parce qu'il se rentre le doigt dans l'anus, il s'amuse à ça à 9 ans, c'est normal, il semblerait pour la DPJ. Vous l'avez vu? Mais moi, j'ai aucun problème. Oui, je l'ai vu. Mais moi, j'ai aucun problème avec les comportements de mon fils. J'arrive à très bien les gérer. Et il se calme à la fin de la séance. La dernière fois, il ne faut pas oublier qu'il m'avait pas vu pendant 2 semaines. Donc, il avait fait sur lui à l'école. Il était peut-être malade. La dernière fois, je sais pas si on vous a dit, Martine vous a pas dit qu'il était malade la semaine dernière? Il avait fait caca sur lui à l'école. Ah, c'est arrivé à quelques reprises. Non, mais la dernière fois, quand je l'ai vu, le 26, il avait un problème déjà à l'école. Donc, oui. Il devait être mal à l'aise. Peut-être qu'il a un problème physique à ce propos. J'avais même demandé à Martine qu'est-ce qu'il avait l'enfant. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parce que j'avais vu qu'il avait une grosse trace au niveau des fesses violacées. Je vous en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez pu vérifier qu'est-ce qu'il avait l'enfant. Oui, à ce niveau-là, l'enfant, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il joue dans son anus avec ses doigts. Non, là, il avait des traces violacées sur les fesses, comme ça, pas dans l'anus, sur les fesses, ok, proche de l'anus, mais c'était violacé. C'est comme s'il s'est assis sur quelque chose comme à brûler ou je sais pas. Il avait des traces violacées sur la peau. Ben, je le sais, là, je veux dire, vous l'avez pas l'air de le regarder aussi. Oui, mais c'est quoi ces traces-là? Vous avez une idée? Ben, moi, ce que je vous dis, c'est que il y a une attention particulière dans cette région-là, puis il s'amuse avec ça. C'est la même sandwich parce que je ne savais pas. C'est la même sandwich à faire mon chéri. Je ne savais pas s'il fallait que je mange ou pas avec toi. Mais on mange enfant, c'est ça le problème. On peut pas manger enfant. Comment ça? Monsieur le Président, je vais aller manger. Pas besoin de manger, mais si tu veux manger quelque chose, il n'y a rien de ça. Non. C'est que ça, en parlant de ça, un peu la voiture, ça a été full mal, c'est pourquoi? Parce qu'elle est quand même presque un peu capable de marcher. Ouais, c'est normal. Marcher comme un vieillard. C'est le fun de la gastro, je le sais. Yes, tu te rappelles de ça? Oui, ça c'est moi, je suis bon, mais puis ça passe, c'est quoi en plus quand j'ai un garçon qui était cool à la fin j'ai fait une hémorragie à la fin. Une hémorragie? Oui, ça arrive là, chez le ski. Hein? Ça arrive là. Quoi? Ça ne va pas d'avoir... Le gastro, t'es pas supposé de saigner de l'anus, comment ça? Je sais pas. Tu t'as envoyé voir les médecins? Ouais, mais ça saignait plus, c'est ça le problème, je suis détestable. Quoi? Comment ça, il saignait de l'anus? C'est quoi cette affaire-là?
Voilà. Quand est-ce que ça t'est arrivé? Il y a une semaine à peu près. Voilà. T'as saigné les anus? Ouais. Là, moi, ça s'est guéri. Mais là, il y a juste une simple goutte de sang qui est sortie. Ça a fait plein de mal. Voilà. C'est bon. On a parlé à l'éducatrice? Voilà. Mais oui. Je pense que là-dessus, ça a pas fait mal. Voilà. Puis là, il t'a envoyé chez le médecin? Non, puis mais comme je vous dis, c'était déjà guéri, mais ils ont dit qu'ils m'ont donné un remède, mais pas quand même, ils m'ont conseillé quelque chose pour pousser. OK. Et juste là-dedans. Au collège, je suis allé voir l'infirmier peut-être une centaine de fois, puis à l'hôpital 4-5 fois peut-être. Alors, ils ont vu à l'hôpital. Je pouvais rester une semaine ou 2 semaines à l'hôpital. J'avais pas des transfusions, soluté, tout ça, parce que j'étais très faible. Donc, 1 semaine, 2 semaines pour me redonner de la force. Là, quand j'étais rétabli, je retournais au collège, puis les abus recommençaient pas longtemps après. Coup de fouet, beaucoup de violence. Aucun médecin ne sonne l'alarme. Encore moins l'infirmier de l'école. Alors, vous êtes... Mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça consiste en quoi quand il joue avec les fesses? Qu'est-ce qu'il fait? C'est assez récent, hein, ces comportements qu'il a observés? Oui. Est-ce que le docteur Palardi est au courant de ça? Oui, il est au courant. Et qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? C'est un problème de comportement. Mais c'est quoi? Pourquoi il a développé ce problème de comportement? Est-ce qu'il a une idée? Je n'ai pas demandé, là... C'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui. D'après vous, c'est Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Non, c'est pas normal. Les enfants là, de 9 ans ne jouent pas dans leur anus comme ça. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il a été abusé, non? Peut-être? C'est une probabilité? Moi, j'ai référé votre inquiétude à notre centrale de signalement, puis le signalement n'a pas été retenu. Non, je comprends, mais il y a eu une enquête. Pourquoi l'enfant, il a joué avec son anus? Une enquête? Je veux dire une enquête ou bien une vérification avec le docteur, une investigation poussée, voir qu'est-ce qui se passe dans la famille d'accueil. Une investigation poussée, madame. J'ai référé la situation au RTS. Ça, c'est l'endroit où on appelle quand on fait un signalement. OK. OK, puis j'ai informé ce département-là. C'est quoi le RTS? Je peux savoir c'est quoi? C'est la centrale qui reçoit les signalements. Et ils ont fait une enquête, c'est ça? Non, madame. Il n'y a pas d'enquête parce qu'il n'y a pas assez de faits probants. Non, mais pourquoi vous avez référé à RTS? C'est juste parce qu'ils jouent. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais pourquoi ils en sont basés sur quoi? Est-ce qu'ils ont appelé les parents, enfin la famille d'accueil, parce que mon fils est dans une famille d'accueil pour savoir quand est-ce qu'il a eu ça, à l'école et tout? C'est comme ça que ça se passe? Vous faites des enquêtes pour les enfants, c'est comme ça, non? Non, il y a des règles au niveau de la prise de décision, OK? Puis on détermine s'il y a matière à faire, à retenir un signalement ou non. Et vous, qui vous a dit qu'il avait touché aux fesses? C'est qui l'a dit ça? C'est Martineau? Qui vous a dit qu'il jouait avec son anus? C'est qui? Qui m'a dit qu'il jouait avec son anus? C'est son père. Ah oui? Tout à fait. OK. Et ça, il vous a dit ça quand? Je peux avoir une idée? Depuis quand ça dure? À la suite du contact, là. À la suite du contact? C'est-à-dire le 26, il a commencé à jouer avec ses... Peut-être qu'il a un problème physique? Peut-être qu'il est malade, l'enfant? Madame... Quand je l'ai emmené aux toilettes, vous savez... Il n'y a pas de problème. Monsieur, je ne peux même pas parler. Oui, mais Monsieur je vous écoute. Mais je vous explique comment j'ai vu mon fils. Moi, quand je l'ai emmené au bol de toilette, il tremblait.
Il avait mal, peut-être qu'il a une infection urinaire. Il n'était pas inquiet, là. Puis M. Martineau semblait pas inquiet non plus. Mais M. Martineau, moi je suis sa maman, moi je l'ai vu comme ça. Et c'est normal que je m'inquiète et que les informations que je vous donne, vous les apportez aux bonnes personnes pour qu'ils soit qu'ils enquêtent, soit qu'ils prennent attention, ils emmènent l'enfant à l'hôpital. On ne fera pas d'enquête pour rien avec un enfant. C'est possible d'aider l'enfant le mieux que je peux actuellement. Mais vous l'aidez pas? Parce que c'est ce que je fais mon possible pour l'aider. Mais vous l'immunisez? Vous l'immunisez présentement. Il est même capable d'avoir une conversation normale. Il saigne de l'anus, je ne sais pas pourquoi. Il est super agressif. J'ai jamais vu ça avec le centre où il est placé, là, moi je ne peux pas répondre à ça. Là. Mais saigner de l'anus, vous n'avez pas un devoir de veiller à surveiller, je crois. On va vérifier ce qu'il y a à l'anus. Il y a des médecins au centre, c'est à eux de vérifier avec Et civilement, vous n'avez pas professionnellement, comme médecin, vous n'avez pas une responsabilité de devoir de suivi de votre patient? Il y a d'autres médecins. Oui, mais vous êtes pédopsychiatre. Oui. Vous avez un suivi de ce dossier-là, de cet enfant-là. À votre avis, c'est quoi son diagnostic? C'est quoi son diagnostic? Juste vous informer qu'on a communiqué avec la permanence du centre jeunesse. Vous avez communiqué avec eux? Oui, c'est ça. OK. Puis, par rapport à votre garçon, l'information que j'ai de leur part, c'est que votre garçon il a été pris en charge par les psychologues de l'endroit. Présentement, il ne représente pas de danger, il est sous surveillance de toute façon. Monsieur, ça fait 3 semaines que mon fils saigne de l'anus. Mon fils ne mange plus. Mon fils, les oreilles sont bouchées. Il n'est plus capable d'avoir une conversation normale. Il bourre de Risperdal et de Ritalin. Puis, c'est bel et bien indiqué que si une personne, un individu a des symptômes inappropriés qui sont écrits sur la feuille que j'ai devant moi de Santé Canada, il faut absolument arrêter les médicaments parce que c'est très dangereux. Il peut même en mourir. Puis là, présentement, ça fait 3 semaines qu'il saigne de l'anus, il ne mange plus. J'ai demandé à ce qu'il soit vu par un médecin. Il refuse de l'envoyer voir un médecin. J'ai demandé à plusieurs intervenants. J'ai demandé au centre Dominique Savio. Puis eux, ils veulent en rester là. Moi, je ne veux pas. Je veux qu'il soit hospitalisé d'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, selon l'Association internationale des droits de l'enfant et de sa famille, car c'est eux qui s'occupent de mon dossier. Ma psychoéducatrice s'appelle Chantal Minot. Son adjoint, c'est Adam Richard. C'est eux qui s'occupent présentement du dossier. Puis ils m'ont suggéré fortement à ce que mon fils soit hospitalisé à Maisonneuve-Rosemont, puis que je vous appelle pour vous en faire part, puisque eux refusent de le faire soigner. Il est extrêmement malade présentement, mon fils, monsieur. Il a été même jusqu'à essayer de se suicider aujourd'hui. OK. Nous, il m'a informé que l'ambulance était là-bas pour concerner votre garçon. C'est sûr que si les ambulanciers constatent que médicalement, votre garçon va... Monsieur, je veux qu'il y ait un test de maladie vénérienne. Il a l'anus qui saigne depuis 3 semaines, monsieur. Il a mal à son anus. Il n'est pas capable de faire caca. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est urgent, là. Il saigne. Il a même fait une hémorragie. On veut que vous... Je veux qu'il soit hospitalisé à Maisonneuve-Rosemont. Je veux qu'il soit hospitalisé puis qu'il soit vu par un médecin. Bon, je vais juste vous répéter. L'ambulance est sur place. Ça, puis, c'est leur travail de vérifier au niveau médical si votre enfant nécessite des soins. Si les autres jugent qu'il nécessite des soins, ils vont le faire. Je pense pas qu'ils vont vérifier son anus sur les lieux, monsieur, hein? Alors, pensez-vous que la police va vérifier l'anus? Ben, c'est un médecin qui doit voir ça. Il doit être hospitalisé. Bon. Je m'excuse, mais les ambulanciers, là, ils vont faire ce travail-là. S'ils jugent qu'il y a besoin de soins médicaux, ils vont le transporter. Monsieur, alors, vous alliez vous faire soigner à l'infirmerie, et là aussi, on abusait de vous. C'est ça que vous dites? Exactement. Il me soignait, il m'apaisait, il me calmait, il me donnait des bonbons. Puis, il en profitait là, pour avoir des séances de masturbation là, avec moi. Puis, c'était quelque chose d'habituel puis de répétitif là, pendant toutes ces années-là. Au dortoir, en classe, à l'infirmerie, les élèves ne se sentaient à l'abri nulle part, pas même dans les lieux sacrés. Il y avait 4-5 prêtres qui étaient dans les confessionnals. Il y avait une lumière rouge qui indiquait s'il était occupé ou libre. Mais devant le confessionnal à paiement, il n'y avait personne qui était en ligne. On était tous en ligne devant les autres prêtres. Le prêtre paiement, il ouvrait la porte.
Pourquoi qu'il n'y a personne devant moi? Il demandait aux gens de venir en ligne. Pourquoi que les gens n'y allaient pas? C'est qu'ils savaient qu'il faisait des attouchements, donc on n'y allait pas. En 1968, le père Jean-Marc Pépin enseigne à une dizaine de garçons sourds. Tony Gaetano Campisi et Pierre Léveillé étaient dans sa classe. Nous les avons retrouvés. Ils se souviennent très bien de leur professeur. C'était un bon professeur, oui. C'était un très bon professeur, mais très autoritaire. Quand on faisait des erreurs, il voyait tout de suite, il nous frappait sur la main. Ces élèves font tout le primaire avec le père Jean-Marc Pépin. Il leur enseigne le français, les mathématiques et la religion. C'est lui qui les prépare et leur donne la première communion. Durant les vacances d'été, les 2 mois qu'on avait de congé, j'étais allé chez Pierre, on a discuté, on parlait. C'est que ma mère, elle a vu, nous, on jasait, puis là, elle a vu quoi? Père Pépin, c'est quoi ce signe-là? Parce que ma mère, elle sait que c'est un vieux signe. Là. Qu'est-ce que vous dites? Là? Non, 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 il n'y a rien. On parle de rien, de tout et rien. Là. Ma mère était comme non, 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 non. Elle décode les confidences des 2 garçons qui parlent d'homosexualité. Le père Pépin leur aurait fait des attouchements. Par la suite, ma mère a dit on a un rendez-vous avec la police qui va venir à la maison. Mais elle a dit, inquiète-toi pas, il n'y aura pas de danger, c'est pour ta sécurité. Donc la police est venue, on a raconté l'histoire et ils nous ont fait remplir une déposition. Les policiers interrogent tous les élèves de la classe du père Pépin. Les accusations criminelles sont portées. À la cour, ils nous ont demandé quelle était la nature des gestes. Je leur ai expliqué à la cour que je descendais mes pantalons, qu'on me touchait, que je touchais. On me demandait, tu touchais? Il touchait? Oui. Pourquoi il faisait ça? Je ne sais pas. Il m'expliquait que c'était pour expliquer comment que ça fonctionnait, le corps. C'était pour l'avenir, c'était l'instruction, c'était important. J'aimais pas ça, mais je le faisais parce que j'avais peur. Nous avons retrouvé le dossier judiciaire de la Cour de bien-être social où s'est tenu le procès. Le père Jean-Marc Pépin a été accusé de voies de fait et d'incitation à la délinquance contre 5 élèves. Est-ce qu'il a été trouvé coupable? Ils nous ont rien dit. Ils nous ont dit que père Pépin ne viendrait plus à l'école. Nous n'avons pas pu retracer le jugement. Mais qu'est-il advenu du père Pépin à la suite du procès? Nous avons trouvé la réponse dans un hommage que lui ont rendu récemment les clercs de Saint-Viateur. Il louange son passage à l'Institut des sourds. 6 années de présence auprès des démunis de Louis. 6 années de joie, de patience et de recommencement. C'est l'éducateur en pleine possession de ses moyens. Une telle initiation le préparait bellement pour le Collège Bourget, où il fit le plus beau métier du monde. Après l'Institut des sourds, le père Pépin va enseigner au Collège Bourget de Rigaud jusqu'en 1988 pour ensuite devenir curé à Berthier. Nous l'avons joint cet été dans un centre pour religieux à Sherbrooke. Au téléphone, il soutient avoir été acquitté en 1973 et refuse de commenter les allégations d'aujourd'hui. Un de ses anciens élèves est allé le rencontrer muni d'une caméra cachée. La voix que vous entendrez est celle de l'interprète qui l'accompagne. Il dit, je me rappelle qu'on m'a déjà touché sexuellement, mais c'est pas seulement les coudes. Seulement le coude. C'est là, des fois, ça arrive. Il dit, moi, je me rappelle qu'on a déjà touché à mon pénis, là, à mon pénis, mais même à l'intérieur de mon pantalon. Hein? À l'intérieur. À l'intérieur, il dit, moi, j'ai ces souvenirs-là. Je dis, moi, je me rappelle bien de ça. Bon, ben, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de ça. Non. Est-ce que vous sentez correct, là? Ce que vous avez fait, c'est pour vous, c'est correct? Oh non. Ben, involontaire. Le père Jean-Marc Pépin nie et après, il s'excuse. Pour vous, c'est sûr, c'est correct? Ben, c'est fini. M'excuse. Je m'excuse comme ça. Ben, oui. Je m'excuse. Je me rappelle.
En tout cas, moi, je m'excuse profondément. Je m'excuse. Et c'est pas voulu. Pierre Noreau est un ancien clerc de Saint-Viateur, un ex-collègue de Jean-Marc Pépin. Il n'a été témoin d'aucun abus, mais il le trouvait trop affectueux avec les enfants. Souvent, il y avait un élève assis sur ses genoux, puis quand il tenait là, serré, là, puis il se vantait qu'il aimait beaucoup ses élèves, puis disons que je trouvais pas ça normal pour un enseignant, là, avec des élèves. Là. Personnellement, je trouvais pas ça correct. Plusieurs frères auraient agressé systématiquement plusieurs enfants à répétition pendant des années. Dans mon sommeil, je voyais justement mes hommes arriver, je voyais 2 petits garçons s'éloigner. Je me disais, c'est eux autres qui y passent maintenant. Ouais, à chaque fois, il y avait une rotation, ça changeait d'agresseur. Mais vous avez été pendant 10 ans à l'Institut des sourds et muets. Combien de personnes ont abusé de vous pendant ces années-là? 8, 10. Il y avait 6 ou 7 abuseurs principaux que je devais suivre en alternance. Ceux qui travaillaient au ménage, ceux qui étaient à la cuisine, les autres frères qui enseignaient, les autres frères qui étaient responsables des salles d'animation, les autres frères de ci et de ça et de ci et de ça. Un recours collectif vient d'être autorisé contre les clercs de Saint-Viateur. Il y aurait 36 agresseurs sur 40 ans. Prêtres, frères et employés laïcs. 64 anciens élèves disent avoir été agressés. Comment vous réagissez à ça? Disons que ça me surprend. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment pour moi quelque chose, je trouve ça gros, là, beaucoup de monde. Puis qu'il y a eu tant que ça, là, c'est vraiment, là, ça me surprend. Mais est-ce que vous les croyez, les anciens élèves? Oui, bien, j'y croirais, mais pour dire s'il y en a eu 34 sur ce nombre-là, sur ça, est-ce que c'est exagéré? Ça, je ne le sais pas. Serge Laroche est lui aussi un ancien professeur. Il y en a beaucoup de sourds qui venaient me voir là, parce qu'ils me faisaient confiance. J'étais une bonne personne. Puis oui, je le crois. Oui. Mais ils venaient vous voir, ils vous disaient quoi? Il me disait avertis mes parents, avertis la police. Mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Pour vous répondre, j'ai gardé ça pour moi. Je savais pas comment agir. Parce que c'est à cause que en étant professeur. Mais là, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Est-ce que vous regrettez? Parce que pendant ce temps-là... Oui, je regrette. Oui. Si Serge Laroche n'a pas trouvé le courage de dénoncer, c'est peut-être parce qu'il est aussi un ancien élève de l'Institut. Oui, j'y crois. Les étudiants ont été abusés, oui. Moi-même, je l'ai vécu. Oui, comme moi. Vous avez été abusé également? Oui, j'ai été abusé. Par 2 frères. Oui. Oui, par 2. Un, c'était un surveillant de dortoir et c'était également le professeur de classe. Et à l'infirmerie, c'est un autre frère. Oui, il y en a 4, 5 encore vivants, mais il y en a plusieurs des abuseurs qui ont fait des actes par la suite. Ils se sont mariés, ils ont eu des familles, puis comme si rien n'était là. Une personne, un animal. Ce film a été tourné par les clercs en 1963 pour faire la promotion de l'Institut. La fleur. On y voit entre autres le frère Jean-Jacques Archambault, aujourd'hui marié. 6 personnes alléguent avoir été abusées par cet homme, dont François Pelletier, qui nous écrit. J'avais 14 ans environ, et je me suis lié d'amitié avec un autre frère, Jean-Jacques Archambault, qui, lui, avait un atelier de livres. Je l'aidais des fois. Puis un jour, il m'a fait boire du fort, du gin, et j'étais saoul un peu. Il m'a violé. Toute ma vie, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai toujours ça dans ma tête. Je vous en montre un dernier. Le frère Jean-Jacques Archambault. Comment il était avec vous, lui? Même chose avec Archambault, avec lui.
Même chose avec lui, il ouvrait ses pantalons, puis il nous forçait à le masturber. Au téléphone, Jean-Jacques Archambault s'est dit totalement surpris des allégations contre lui. Et il n'a pas voulu nous donner d'entrevue. Lorsque vous les voyez dans les autobus, ils s'expriment par gestes, mais entre eux. Mais à l'école, ici, on s'efforce naturellement de leur enseigner la parole et la lecture sur les lèvres. Le frère Viateur Gervais, qu'on voit ici dans une émission de Radio-Canada, a été directeur des études pendant presque 40 ans à l'Institut. Même lui aurait fait des victimes. Il termine à 4h30. C'est la faiblesse, c'est qu'il y a une soif de violence, une soif de sexe. Oui. Vous le sentiez quand vous étiez là? Ah ben oui. Oui. Ces frères-là étaient pas mariés, n'avaient pas personne dans leur vie, n'avaient pas d'épouse. L'appétit sexuel était quand même là. Et au lieu d'avoir une épouse, ils nous prenaient, nous. Il y avait l'élastique un peu plus long, il était plus large parce qu'il y en a qui, en tant que religieux, ils ne suivaient pas de règlements religieux, comme il avait la méditation tout le matin, la messe, bon, des choses religieuses, puis il y en a qui négligeaient ça pas mal. Il y en a peut-être qui avaient l'esprit un peu plus large. Ouais. Jusqu'à abuser d'un enfant. Oui, peut-être. Ouais, pour eux autres, c'était peut-être pas grave. Oui, possible. D'autant plus qu'ils ne pouvaient pas parler. Oui. L'immeuble qui abritait l'Institut des sourds de Montréal fera place bientôt à 320 condominiums. Évalué à 15 millions de dollars, l'immeuble a été vendu récemment, selon l'acte de vente, pour la somme de 1 dollar. Le promoteur nous explique qu'il a une entente secrète avec les clercs pour taire le montant réel de la transaction. Les clercs ne voudraient pas que nous sachions combien cette vente leur a rapporté au moment où un recours collectif pèse contre eux. Pour l'instant, 64 anciens élèves réclament 100 000 $ chacun en dédommagement. Le recours pourrait atteindre 6 500 000 $. Selon plusieurs, ce qui s'est passé entre ces murs a eu de graves conséquences sur leur vie. Je connaissais pas le mot, donc je pouvais pas exprimer ce que je vivais. Je pouvais pas parler du mot sexe parce que je le connaissais même pas. Je disais simplement, j'aime pas l'école, je veux pas retourner à l'école. Est-ce qu'il y aurait... Oui, allô? Oui, madame. Oui. C'est Victor Villeneuve. Oui. Je vous avais dit que je vous appellerais après avoir vu votre fils. D'accord. Alors, je l'ai vu cette semaine. OK. Alors là, j'ai pas pu utiliser le médicament. J'ai été obligé même d'augmenter le Risperdal parce qu'il était beaucoup plus agité que d'habitude, là. Bon, pour diverses raisons, il ne peut plus. On lui a dit qu'il ne pouvait pas aller demeurer chez ses grands-parents. Puis bon, le fait que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas rencontré un mercredi, vous deviez le rencontrer. Alors là, il est devenu très agité. Et puis, il a manqué l'école pendant 3 jours. Fait que j'ai été obligé d'augmenter le Risperdal, mais j'espère que ça va être transitoire. Il y a tellement d'évolution qui se fait, d'après ce que je peux voir. Il y a quoi? Il y a une belle évolution, il est rendu agressif, il est rendu hors de lui. Il y a tellement de belle évolution à Dominique Savio. C'est drôle, avec moi, il n'y avait pas de comportement de la sorte. Ouais. Alors là, non, je ne peux pas rentrer là-dedans avec vous. Ah ben c'est sûr. Est-ce qu'il aurait pu en parler à vos parents? Pensez-vous? Moi, je pense que non. Je pense qu'il n'aurait pas été ouvert à ça. Je pense qu'il n'aurait pas cru. Vers 11 ans, Denis aurait vendu ses services sexuels à des frères et à des employés laïcs à l'intérieur des murs de l'école. Ah ben oui. 2 $, 2 piastres. Mes parents n'étaient pas riches. Sachant que j'avais un peu d'argent, je me disais, peut-être que ça pourrait être une source de revenus. Denis quitte l'école à 14 ans. Il ne sait ni lire ni écrire. Je pense que le principal enseignement que j'ai reçu d'eux, c'était la sexualité. C'est tout. Ça se limitait à ça. Ensuite,
Quand je suis sorti dans le monde, là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Puis la réponse m'est venue spontanément, c'est la prostitution. J'étais dans le monde. Dans le monde de la drogue, dans le monde de l'alcool, aller jusqu'à l'âge de 30 ans. Je venais chez nous ou chez un autre pour emprunter de l'argent. La roue la roue de la misère. C'est bon. La dépendance. La dépendance. C'est là où j'ai fait une tentative. J'ai voulu me suicider. Et pour ça, j'ai pris des médicaments, des pilules. OK. Qu'est-ce qui se passe? Parce que aujourd'hui est une journée difficile. Je pense que c'est important que vous soyez informés. Dans ta journée, il y a eu des propos suicidaires. Il y a mis un serpent, c'est un toutou, un toutou serpent autour de son cou pour s'étouffer. C'est que c'est ça que les éducatrices en ont pris soin, s'en sont occupés. Présentement, on a mis qui est en surveillance. Il y a quelqu'un qui va être avec lui toute la soirée. On va vérifier régulièrement cette nuit. Il devrait se rencontrer demain matin par la psychologue. Essayer de voir un petit peu plus ce qui se passe. Là, c'est sûr qu'il y a un côté où... Vous savez pas c'est quoi qui se passe? Pardon? Vous savez pas c'est quoi qui se passe? Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses que c'est lui qui vit aussi, là. C'est drôle, mon fils s'agissait pas de même avec moi pendant qu'il habitait avec moi. C'est drôle, c'est juste depuis qu'il est avec la DPJ qu'il y a des drôles de comportements. Il n'y a jamais eu des comportements comme ça, mon garçon. Écoutez, c'est possible. Moi, à cette époque-là, j'étais pas là. Alors, je ne discutais pas de cette partie-là. Après des années d'errance et d'autres tentatives de suicide, Denis a retrouvé un certain équilibre. Mais il est toujours hanté par son passé. Quand je vois des garçons, de jeunes garçons dans la rue, pour moi, ça ne nécessiterait pas beaucoup d'efforts d'en accoster un. Pour avoir eu mon épouse, c'est certain que je serais un abuseur d'enfants, comme je l'ai été abusé dans mon enfance, parce que c'est ancré en moi. Oui, bien sûr, ça a été difficile. J'ai essayé d'avoir une femme, j'aurais aimé ça avoir des enfants, tout ça, mais ça n'a jamais été possible. J'ai toujours eu dans l'esprit, dans les mauvais souvenirs là, de ce que j'ai vécu au Claire Saint-Viateur. Il y en a plusieurs qui sont pas capables de s'exprimer. Ils ont un stress, ils deviennent nerveux, ils viennent en pleurs. Il y a un blocage avec tous les années. Là. Quand ça ressort... Depuis tout petit, ils gardent ça, ils n'ont pas été capables de s'exprimer. C'est comme si de dire de briser la glace. Ce n'est qu'à 50 ans et parce que d'autres le font avec lui que Denis Chalifou trouve le courage de dénoncer. Je vois certains des frères qui sont sur Facebook. Ils ont une belle résidence. Ils vivent confortablement. Et moi, dans tout ça, hein? Moi, je suis un résidu. Hein? Je suis un résidu qu'on a mis de côté. Je crois pas que je suis un résidu et je veux leur prouver. Je veux les poursuivre et qu'ils me paient tous les dommages qu'ils m'ont causés. Les Clercs de Saint-Viateur ont refusé de nous accorder une entrevue. Dans le cadre du recours collectif, ils ont voulu empêcher la publication des noms des religieux visés. La juge leur a répondu. Il ne faut pas oublier que l'autorisation du recours collectif sert à décourager ou prévenir des abus semblables. Et la divulgation des noms fait partie de ce même but de découragement et de prévention. J'ai toujours ces images-là. Ces images-là m'accompagnent constamment. Je regarde une photo. Ah, je vois pas un groupe d'enfants sourds. Je vois des enfants qui ont été abusés sexuellement. Je vois la sexualité. Ah oui, oui, sur cette photo-là, oui, c'est passé tel événement. Oui, à cet endroit-là, oui, on m'a touché de telle façon. Ah oui, à tel autre endroit, c'était autre chose. Pour moi, ça fait remonter à la surface plein d'autres choses que les gens ne voient pas sur les photos.
Les anciens élèves qui auraient été victimes de sévices physiques uniquement sont exclus du recours collectif. Ils considèrent qu'il s'agit là d'une grande injustice, puisqu'ils prétendent avoir eu eux aussi des séquelles de ces années passées à l'Institut des sourds de Montréal. Parce que moi, un pédopsychiatre qui nous dit que mon garçon nous a clairement dit qu'il avait été lancé dans le mur comme une poupée en chiffon, puis vous m'avez dit que c'était pas de la violence. Moi, je m'excuse, monsieur, mais dans mon livre, un enfant qui se fait lancer dans le mur, c'est de la violence. Une partie avait été lancée sur un mur. Par la part, puis il vous l'a dit, puis devant, vous avez dit c'est pas de la violence. J'ai pas vu le père, je pense. Non, le père n'était pas là, c'est sûr, je n'étais pas avec, j'ai laissé. C'est ça, je voyais vous. Il y avait moi et mon fils à ce moment-là. Ouais. Puis mon fils, quand il est venu vous voir, j'ai pris la peine de dire à mon fils, dis toute la vérité parce que ce monsieur-là, il va pouvoir t'aider. Ouais. Puis au lieu de m'aider, ben, vous avez dit que c'était pas de la violence. Puis en plus, vous avez dit que mon gars, c'était pas normal qu'il aille dans une école normale, puis qu'il n'était pas sa planète Terre. Puis en tout cas, ben, tu sais, qu'il n'était pas dans la réalité, ou je sais pas trop, là. Mais ce que je Nick Savio, puis je viens de voir quelque chose de vraiment horrible. Il y avait une petite fille dans le passage avec deux gros bifs, un noir assez gras puis un autre. Puis il tordait le bras de la petite fille, puis... Mon Dieu. Je viens de voir ça, là, j'aurais dû filmer ça. Les deux, ils tordaient le bras, puis il était vraiment pas doux avec elle. Lui qui a tordu le bras de la petite fille. La dame vient de dire que je suis agressive. J'attends tout simplement mon enfant pour manger puis pour la visite. Puis j'étais avec ma mère présentement. Je suis aucunement agressive. J'ai juste dit, mon Dieu, la force qui a été faite par rapport à l'enfant, c'était pas nécessaire. Là, ce que j'ai vu, là, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis aucunement agressive, mais elle dit que je suis agressive. Vous voulez vous parler de petites minutes avant de commencer? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème ici. Je vais juste me présenter. Je suis Marie-Ève, la chef de service au Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit problème ici à la réception. Je comprends pas pourquoi qu'elle dit ça. J'étais debout, elle m'a demandé de m'asseoir, j'ai dit ça me tente d'être debout. Puis selon elle, c'est de l'agressivité. Je comprends pas. C'est pas ce que j'ai entendu, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un enfant qui était en contention, on l'a emmené avec un agent de sécurité, vous auriez dit que c'était la défense. Vous avez parlé agressivement. Comment j'ai parlé agressivement? C'est ce qu'on m'a rapporté. Je dis, mon Dieu, pourquoi ils font ça à la petite fille? C'est trop, c'est pas agressif, ça. Donc, tout est correct pour vous. Ben, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je l'ai vu. Puis je trouvais ça un petit peu exagéré. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui travaille ici, là. Je peux rien y faire. Est-ce que vous comprenez pourquoi on va faire ce genre d'intervention-là? Expliquez-moi. Des situations exceptionnelles où l'enfant peut être agressif envers lui-même, peut essayer de se faire mal à lui, peut essayer de faire mal aux autres autour de lui. Alors, on a des techniques. On se fait mal pour faire mal aux autres, mais c'est des techniques sécuritaires qui ne blessent Pourquoi pas. ils se feraient mal? Il y a des enfants qui se tapent la tête, il y a des enfants qui vont essayer de se greffer parce qu'ils sont en détresse, ils ont de la colère, de la peine. Pourquoi ils ont de la colère, vous pensez? Ben ça, c'est chaque histoire, chaque enfant a son histoire. Quand il y a ce genre d'émotion-là, des fois ça explose, puis des fois il faut se protéger. Oui, mais on n'est pas obligé de lui tordre le bras. Je pense pas qu'ils lui ont perdu. Je l'ai vu de mes yeux, les deux, là, lui tordaient le bras. Ils vont mettre le bras en arrière comme Ben, ça. c'est ça, il lui tord le bras. Je l'ai vu lever. Le noir a levé le bras. Normalement, les techniques ne font pas mal à l'enfant. L'enfant crie parce qu'il est en détresse, parce qu'il vit de la colère, de la peine, mais pas parce qu'on lui fait mal. Ils ont l'habitude. Oui, on a des techniques qui sont formées pour ça. Ils font...